Il faut qu'on arrête de jouer avec l'État, avec le peuple sénégalais qui souffre, qui est en attente de propositions concrètes pour sortir de cette situation difficile. Malheureusement, ce qu'on constate, pour le regretter, depuis un bon moment, nous avons droit à des mises en scène politiques. Non, là, il est question d'économie. À des fins de communication politique. Oui. Ils ont commencé avec un document qui est censé transformer de manière systémique le Sénégal en 2050. Systémique. Après, ce document a été rendu public, présenté au peuple sénégalais en octobre 2024. Ils nous ont parlé d'agenda Sénégal 2050, agenda qui doit s'exécuter en 5 ans, 2025-2029. Ils ont adopté en Conseil des ministres le document de programmation budgétaire économique pluriannuel sur 3 ans qui contient les futures dépenses du Sénégal sur cette période, les futures recettes du Sénégal sur cette période au mois de juin. Ce document fait partie du débat d'orientation budgétaire qui a eu lieu à l'Assemblée nationale, où le Sénégal, sur la base d'une étude prospective, a dit voilà comment nous allons mettre en œuvre cette étude prospective pour les 5 années à venir. Un mois après, alors que le DPV a été adopté, l'étude prospective, je mets entre guillemets, qu'ils appellent Vision Sénégal 2050, qui est un plan stratégique à long terme sur une génération de développement économique et social, donc qui doit être le référentiel, a été adopté en octobre. Et donc aujourd'hui, il nous sert un plan qui n'a rien d'économique, il ressemble à quoi? Qui n'a rien de social. C'est un plan fiscal, de fiscalisation à outrance et malheureusement des ménages, des couches vulnérables, des secteurs sensibles comme le transport, comme la pêche, du monde rural, parce que le foncier rural sera capté, immatriculé. Donc les terres d'habitation qui sont des zones de terroir, les terres agricoles, les terres qui servent au pastoralisme seront immatriculées au nom de l'État, louées aux populations, parce que normalement c'est un bail qui doit être donné. Et puis chaque année, ces pauvres populations, déjà éreintées par la situation économique, fatiguées, affamées, désespérées, vont encore devoir mettre la main à la poche. Pendant ce temps, l'État ne fait qu'un effort de 1% environ. Si on prend 100 milliards, ce sera l'équivalent de 1% sur le plan. Si on prend 50 milliards, ce sera moins de 1%. Et c'est ça que l'État propose comme son optimum d'effort dans la réduction de la taille de l'État. Je trouve que c'est injuste, je trouve que c'est inacceptable, je trouve que c'est déplorable. Il nous faut nous regarder en face pour faire des programmations, parce que l'économie, c'est la réalité. L'économie, c'est la sincérité. On ne peut pas faire un plan de développement économique qui ne repose sur aucune donnée sérieuse, interne comme externe. Un plan doit tenir compte des risques de perturbation sur le plan international, des chaînes d'approvisionnement. Vous voyez que les États-Unis ont commencé à imposer des droits de douane. Ça va avoir un impact dans notre commerce avec les États-Unis, mais indirectement avec les autres pays qui commercent avec les États-Unis. C'est évident. On ne peut pas être dans un monde guetté par beaucoup de menaces où les pronostics les plus sérieux disent qu'il y a un risque de 30% de régression économique, de récession, à la suite d'une évaluation de 17%. Ça veut dire que donc le risque augmente de jour en jour, et ne pas tenir compte de ce risque.
Le Sénégal n'est pas un pays exceptionnel, isolé, qui fait des choses qui n'ont aucun impact sur l'international et que l'international, ce qu'il fait, n'a aucun impact sur le Sénégal. C'est une hérésie de concevoir le monde comme tel. Mais, Donc, il y a des interactions sur le plan international Oui. qui finiront d'avoir des effets au moment où, dans le document de programmation budgétaire, ils ont programmé les recettes, y compris les recettes qui seront issues des hydrocarbures, pour 227 milliards sur les 3 années, sur la base d'un référencement du dollar qui est en train de chuter. Donc vous mettez par exemple le dollar à 590 alors que le dollar aujourd'hui à 540, il peut passer demain à 500 ou même sous la barre de 500 francs. Vous n'en tenez pas compte dans ce que vous voulez faire. Vous allez taper sur les ménages qui sont déjà fragiles. Et moi j'estime qu'il faut faire très attention. Pourquoi? Parce que le poids fiscal dans l'économie est de nature à avoir un effet d'inflation sur les prix. donc il y aura une hausse des prix, C'est clair, inéluctablement. parce que si non mais attendez, je prends l'exemple du secteur du transport. Si vous dites on va augmenter les droits d'assises, des droits de porte sur les véhicules, transport, les bus, camions, etc. On va augmenter les prix et la taxe sur les droits de porte sur les véhicules. On va ouvrir, et en tout cas augmenter l'âge des véhicules importés, usagés. Donc de 8 à 5. Ça, premier effet, c'est dérégulation accélérée du transport. Parce que le phénomène de transport clandestin, vous allez l'encourager. Vous allez encourager la compétition du transport plus ou moins formalisé. Et donc quand il y a une concurrence qui n'est pas maîtrisée, qui n'est pas régulée, c'est clair que ça va avoir des impacts sur le prix. Quand l'outil de transport devient cher pour l'exploitant, il va le répercuter sur l'exploitation. Donc c'est clair que le transport va avoir quand même des problèmes. C'est la même chose sur la pêche. Nous, on avait exonéré le carburant sur la pêche pour 8 milliards de francs CFA par année. Vous, c'est-à-dire sous Macky Sall. Sous Macky Sall. Ce qui faisait que le litre du carburant pirogue était autour de 490-497 francs. Si on enlève l'exonération et on met une nouvelle taxe, ça veut dire que le prix du litre du carburant va augmenter. Pour un pêcheur qui a un budget de transport de 20 000, si le prix du transport, le coût du carburant augmente, son budget de transport va diminuer. C'est pourquoi les économistes font très attention sur la fiscalité. Ça peut avoir un impact sur la dynamique économique, ça peut avoir un impact sur l'inflation et ça peut même menacer la croissance. Mais est-ce qu'ils avaient une réponse autre qu'un plan de redressement tel que En présenté? principe, ils avaient une réponse. Solution, c'était une réponse. Programme Diomaye, c'était une réponse. Ce qu'ils ont fait dans Sénégal, transformation 2050, en principe, c'est une réponse. Ce qu'ils ont fait dans le DPE, c'est une réponse. Il ne faut pas inventer des choses parce que simplement vous sentez que là, il y a une grogne qui monte, il y a une insatisfaction, il y a des attentes qui sont déchues. De plus en plus, le peuple bouge et ils ont les informations. Donc il faut les calmer de temps en temps par des petites piqûres de communication, de trucs, etc. Non, je pense qu'on doit être sérieux, avoir des rapports de vérité avec le peuple. Si le peuple doit s'engager pour faire des efforts davantage, il faut le dire. Mais il faut le dire, il faut le négocier, il faut en parler. Mais oui, pour moi, vraiment, c'est des mesurettes. Oui, des mesurettes qui touchent une population déjà fragilisée. Moi, je pense, si ce qu'ils disent, c'est vrai, nous avons des contraintes budgétaires, 2 leviers. Il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4. Le premier levier, c'est le levier du dégraissage de l'État. Un vrai dégraissage. 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 C'est-à-dire, il faut le train de vie de l'État. Il faut dégraisser le mammouth. Il faut le dégraisser. Voilà. Et pour ça, il faut adresser les vraies questions. Ce n'est pas des histoires de restructuration, de machin. On l'a déjà fait, nous on a déjà restructuré.50 c'est pourquoi d'ailleurs ils ont des problèmes pour dégraisser sur des points qui sont des points objectifs. Nous on a supprimé 50 000 agences pour un coût de plusieurs milliards. On a réduit la facture téléphonique de l'État. On a pris un décret. On avait pris un décret. Vous avez réduit 50 agences. 59 agences, oui. On a limité les factures de téléphonie, d'eau, d'électricité de l'État, etc.
Nous avons rationalisé le transport des ministres, des DG, etc. en prenant un décret pour interdire l'achat de nouveaux véhicules. Nous avons cassé les conventions sur les entretiens de véhicules, etc. qui faisaient truc. Ce qui reste aujourd'hui, si on veut le faire encore comme nous on avait fait en son temps, c'est d'abord tout ce qui est dotation de carburant, on les revoit à la baisse. 3 000 litres, 6 000 litres pour le président de l'Assemblée nationale, pour moi c'est trop. Autant de litres pour le Premier ministre, pour moi c'est trop. Il faut donc réduire. Il faut réduire la taille des cortèges du président, du Premier ministre, de l'Assemblée nationale, des ministres, etc. Parce que c'est des coûts. Il faut réduire les salaires des ministres. Pour donner le bon exemple, commencez par vous. Commencez par dire, nous on réduit à 50% parce que la situation demande ça. On réduit à 50% les salaires, les traitements, etc. Parce que les postes les plus importants dans l'exécution de nos dépenses au Sénégal, c'est quoi? Sur un budget, 50% ou 55% des dépenses, c'est la masse salariale et c'est le service de la dette. Mais oui, mais vous semblez avoir tout réglé apparemment. Et pourtant, les tenants actuels du pouvoir disent avoir hérité aussi d'un pays sans dessus. Tout le monde hérite. Souvent, dans nos deux pays, on ne s'appelle pas pays moins avancés. Mais pays en ruine. Le mot ruine, c'est quand même... C'est ce mot qui a ruiné le pays. Lequel? C'est quand quelqu'un qui est un dirigeant, on lui donne un pays, il doit faire le marketing de ce pays. Il doit rassurer les partenaires techniques et financiers, parce que l'économie c'est de la psychologie. Il doit travailler à présenter le Sénégal sur ses meilleurs traits sur le plan international. Vous dites que ce pays-là est en ruine, mais les marchés ont réagi. Mais c'est un discours de vérité aussi. On va pas leur reprocher. Il faut supposer que c'est un discours de vérité. Parce que jusque-là, ce qui est dit dans les textes officiels du Sénégal, par nous, on a dit nous avons laissé un déficit budgétaire de 7%, nous avons laissé un taux d'endettement de 74%. C'est l'IGF, Inspection Générale des Finances, qui est un organe logé au niveau du ministère des Finances, qui ont travaillé avec nous, les mêmes personnes, qui ont dit non, c'est pas 74%, c'est 85%. Soit, il y a une différence. IGF, contrôlé par la Cour des comptes, dans le cadre de la certification de ce rapport, dit non, finalement, c'est pas 85, mais c'est 99%. Nous avons 3 chiffres contradictoires. Oui. Après, il y a Barclays Bank qui dit finalement c'est à 119%. Mais 119%, c'est 20% qu'ils ont ajouté à la dette. Mais au moment où nous on quitté, en tout cas d'après nos chiffres, nous c'est 74, et c'est pas contestable. C'est IGF, un organe de l'administration, donc des fonctionnaires qui sont sous leur autorité, qui ont fait un audit. Alors IGF était là. C'est la Cour des comptes qui a toujours certifié les comptes de l'État du Sénégal. Les derniers audits de la Cour des comptes sur la dette, il faut que la Cour des comptes sorte ça. Donc il y a un manque de sérieux ou un manque de discours. Non, moi je pense qu'il y a eu une sortie. On veut donner le maximum de crédibilité à ces sorties-là. Vous parlez de quelle sortie? C'est le président qui a parlé, c'est le Premier ministre qui a parlé. D'accord. Donc on essaie un peu de donner une vérité à ces trucs. Donc on le fait sur la base des rapports, qui sont des rapports manifestement commandés. À ce niveau-là, quand même de responsabilité. Parce qu'ils sont dans le djébané. Honnêtement, ils sont dans le djébané. Ils sont là à soulever de faux problèmes, à dire oui. Parce que de tout le temps dans l'opposition, ils nous ont peint comme les fossoyeurs de la République, comme les voleurs, comme les gens malhonnêtes qui utilisaient l'argent du pays comme ils voulaient. Ils ont profité de beaucoup de choses pour nous canarder comme ils ont voulu le faire. Mais ils se sont rendus compte, ils sont toujours dans leur logique. Dans leur logique de djébané tout le temps. Même les grands moments où on doit parler d'économie, on doit parler de finances, on doit parler de social, on doit parler de rassemblement, d'unité, de mobilisation de toutes les énergies, ben, leur discours, malheureusement, ça perle. Mais leur discours aussi, c'est le djoub-djoub-djoub-djoub. Mais pour moi, c'est djoub, parce que ce plan-là, c'est une grosse erreur. Plan de redressement. Mais c'est évident. Pour moi, déjà, c'est un plan qui n'a pas d'objectif clairement identifié. On ne sait pas ce qu'ils veulent avec ce plan. Ce plan-là a des problèmes de cohérence avec le document de programmation budgétaire. Ce plan a des problèmes de cohérence avec l'agenda 2050. Mais écoutez, donc on ne peut pas quand même... et pour moi, ça reste un plan aérien. L'objectif, c'était de communiquer et de calmer le jeu. Parce que simplement, ils n'ont pas de solution.
Donc il y a une volonté de vouloir taxer à tout va, c'est ce que vous retenez. Mais ça c'est clair. D'ailleurs, vous parlez même de vouloir taxer l'air que nous respirons. Mais bien sûr. Là, parce que quand on taxe les loisirs, c'est-à-dire les jeux pour les jeunes, généralement, le tabac, parce que bon, on va aller de 70% à 100%. Donc ça veut dire que la cigarette va continuer à... Je ne suis pas un fumeur, hein, je suis contre l'usage de la cigarette, mais quand même il faut reconnaître que bon, il y a des Sénégalais qui l'utilisent, et souvent c'est des Sénégalais qui sont souvent désorientés, voilà, qui trouvent dans la cigarette une sorte de refuge. Mais la subvention à l'électricité aussi, quand la subvention, on va capter ça, les exonérations, on va les lever. Oui. Bon, donc c'est à la limite, nous, le combat que nous avons eu pendant 12 ans avec le FMI, une résistance forte pour dire on va subventionner l'électricité, parce que nous, on ne veut pas des émeutes chez nous. Il faut faire de telle sorte que... Et c'est une manière de protéger le pouvoir d'achat aussi. Voilà, pour que les Sénégalais, le coût de la vie soit un coût qui est plus ou moins acceptable. Parce que nous sommes conscients qu'évidemment, on est un État pauvre. Les salaires sont des salaires plus ou moins très minimalistes. Donc on est obligé de voir comment protéger le coût de la vie. Et donc ces taxes-là vont avoir un impact extrêmement significatif sur le coût de la vie, sur le pouvoir d'achat des Sénégalais. Mais vous nous présentez un régime qui apparemment rame à contre-courant des aspirations des populations. Ce n'est pas Parce que les aspirations des populations, c'est quoi? C'est avoir un bon salaire, c'est avoir des revenus acceptables, c'est pouvoir utiliser ces revenus acceptables pour améliorer les conditions de vie. Si les revenus de ces braves citoyens sénégalais sont taxés à outrance, ça veut dire que vous les agressez dans leur pouvoir d'achat. Vous allez casser une dynamique économique par une taxation vraiment tous azimuts. Vous allez aussi hypothéquer les chances de croissance du pays. Parce que si il y a une inflation, la dynamique économique va s'en ressentir, mais aussi la croissance va être perturbée. Absolument. Alors il y a un débat qui s'est posé entre la vision Sénégal 2050 et le PSE 2035. Finalement, mais à quel référentiel se fier à votre avis? Mais il ne peut pas y avoir de débat, honnêtement. Parce qu'il y a une loi qui régit le système de planification du Sénégal. Cette loi est claire et a identifié les instruments de planification, notamment deux au niveau national. Un système de planification national à long terme, un système de planification national à court terme. Le système de planification nationale à long terme, on a deux catégories de plans. C'est le PNADT, qui résulte d'une loi, donc le programme national d'aménagement, le plan national d'aménagement et de développement territorial. Ça, c'est le territoire, c'est donc le plan national du point de vue territoire, avec ses déclinaisons au niveau des villes, au niveau des départements, au niveau des communes. Et vous avez le plan national, qui est un plan national de développement, qui intègre cette dimension territoriale, qui intègre la dimension sectorielle avec les lettres de politique sectorielle au niveau des ministères, et qui intègre justement les instruments de planification à moyen et court terme. Oui. Pour les instruments de planification à moyen et long terme, c'est des instruments qui sont élaborés, et conduits et mis en œuvre, en tout cas par le ministre chargé de la planification. Et c'est généralement le plan national de développement, c'est généralement le document de prospective, c'est-à-dire l'étude prospective qui irrigue et inspire tous les autres instruments de planification. Ce document, qu'on appelle étude prospective, qui est un document de planification à long terme, il est unique au Sénégal. Et la loi dit en son article 24, c'est la loi du 19 avril 2022, que c'est le PSE qui est l'étude prospective, seul référentiel des politiques de développement économique et social. Mais cette loi n'est pas abrogée. Ah, jusqu'à présent. Jusqu'à présent, cette loi n'est pas abrogée. Donc il n'y a pas de débat entre le PSE et le soi-disant plan de transformation systémique Sénégal 2050. Mais parce qu'il n'est pas dans les documents de programmation. Le seul plan qui existe et qui est mis en œuvre, c'est le plan Sénégal émergent, c'est le seul référentiel d'après la loi. Or, le président de la République a prêté serment pour dire, entre autres,
qu'il prend l'engagement de respecter et de faire respecter scrupuleusement la Constitution et les lois du Sénégal. C'est pas parce que vous êtes président de la République que votre volonté fait loi. On n'est plus dans le royaume. La volonté d'un président doit être prise en charge par une assemblée qui seule vote la loi, c'est l'Assemblée nationale. Et donc aujourd'hui, on retient donc que le plan là n'existe pas. Mais même le plan de redressement, oui. On a des problèmes quand on voit les catégories de plans, de l'insérer, c'est dans quel plan? Parce que normalement, c'est un plan qui est fait par le ministère du plan. C'est le document prospectif, donc c'est l'étude prospective. C'est le document, c'est ce qu'on appelle un plan national de développement. L'étude prospective, c'est sur une génération, donc 20-25 ans. Le plan national de développement, c'est à moyen terme, c'est sur 5 ans. Or, leur plan, c'est un plan triennal. Mais finalement, qui trompe qui? Mais c'est eux-mêmes qui se trompent et qui essaient de tromper le peuple. Mais on peut tromper un peuple une fois, peut-être même 2 fois, mais on ne peut pas passer son temps à tromper le peuple. Mais à ce niveau de responsabilité, vous pensez que... Non, mais parce que moi, ce que je perçois, pour avoir été quand même à un certain niveau de l'État... responsabilité quand même. Ils se sont mis à dos l'administration. Ils ne travaillent pas à l'administration. Ils travaillent en cercle restreint. Parce qu'il y a un problème de méfiance peut-être de l'administration. Or, l'État, c'est une continuité. L'administration est là pour servir les gouvernants qui sont là, qui sont au pouvoir, et ils le font de manière très loyale et très responsable, dans un engagement et une compétence avérée. Je ne pense pas que nos cadres au niveau des finances et de l'économie, que je connais très compétents, aient pu faire un document comme ça, qui n'est même pas référencé, qui n'existe pas. Parce que ce qui existe et qui est concret, c'est le PowerPoint qui est présenté. Mais il n'y a pas de plan. Quand vous verrez, vous faites un clic, vous allez voir Sénégal Transformation 2050, ça existe, c'est un document. Oui. Quand vous voyez DPBEP, c'est un document, ça existe, c'est dans le site du ministère des Finances. Quand vous voyez Agenda 2050, c'est un document qui existe, qui essaie de mettre en œuvre la vision entre 2025 et 2029. Mais le plan soi-disant de redressement, qui est un plan de redressement fiscal peut-être, mais pas un plan de redressement économique. Donc ce qui s'est passé au Grand Théâtre n'engage que c'est une planification fiscale. Et ce qui s'est passé au Grand Théâtre, ce qu'ils veulent fiscaliser, oui. Les secteurs qu'on doit fiscaliser, les actifs qu'on doit valoriser, mais franchement, ce n'est pas de l'économie. Donc nous sommes dans une situation où l'économie est... Et le plan lui-même, oui. Du point de vue catégorisation juridique, on a des problèmes. Parce que le ministère du plan ne peut pas faire de plan triennal. Ce n'est pas possible. Lui, il a 2 instruments, le plan long terme, le plan moyen terme. Triennal, c'est DPBEP, c'est le PTIP, qui prend en charge les projets, les programmes, les réformes, et qui les met en œuvre. Mais je n'ai pas vu un plan triennal qui est fait par le ministère de la planification. Or, ce plan est fait par le ministère de la planification pour 3 ans. Et souvent même pour 4 ans, parce qu'ils disent 2025-2028, donc c'est 4 ans. Dans les documents, en tout cas, c'est ce qui est écrit. Et encore, dans les documents, les mêmes documents, on dit 2026-2028, c'est pour 3 ans. Donc il y a une contradiction. Sur les chiffres, il y a des problèmes de cohérence. Quand on les additionne, vous n'avez pas le même montant. Sur le même montant global attendu, on a deux chiffres. 5667 des fois, 6202 sur une autre page, etc. Vraiment, il y a un problème de cohérence. Je ne suis pas sûr, honnêtement, que ce plan ait été, en tout cas ce projet ou ce PowerPoint ait été rédigé par les services compétents de l'État. Et on sent l'impréparation, on sent l'improvisation, même dans la présentation, c'était très approximatif. On voyait le Premier ministre qui cherchait les chiffres, qui cherchait les trucs, qui demandait des documents. Bon, vraiment, on sent Ousmane Sonko quand même, bon, je sais que... Mais franchement, pour quelqu'un qui connaît, qui a vu la présentation, c'était quand même assez faible, en termes de niveau, assez faible en termes de contenu. Et suffisant pour vous de brûler le plan, totalement? Non, parce que le plan, d'ailleurs, pour le brûler, il faut qu'il existe. Ce qui existe, c'est des annonces de hausse fiscale et de création de niches fiscales. Tout simplement. Parce qu'il n'y a pas de plan. On ne peut pas dire qu'il y a un plan. Ce n'est pas un plan qui va redresser, c'est un plan qui va réduire notre économie. Une pause et nous revenons dans une poignée de secondes.